Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 19 janvier 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine, que ce soit de football ou toute autre activité sportive, que vous ayez apprécié la remontée tardive des Canadiens contre les Sénateurs d'Ottawa. Je sais que les plus fervents partisans des Canadiens vont se réjouir de voir les Sénateurs d'Ottawa perdre, quelle que soit la façon. Que ce soit une remontée de la sorte, toujours du petit bonbon sur le dessus. Comme à chaque semaine, on est accompagné de Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain. Écoutez, là, Félix et moi et Jay aux réseaux sociaux, on est allé vendredi un peu dernière minute. Est-ce qu'on peut dire dernière minute, Félix? Pas mal, ouais, pas mal. On est allé au match du Rocket de Laval, le premier de deux contre le Moose du Manitoba, qui s'est terminé en tir de barrage. Mais ce que j'ai réalisé tout au long de la semaine, après qu'on se fasse dire finalement, hey, j'ai des billets, on y va dessus, c'était le match à l'honneur de Maurice Richard. Bon, à moins que vous viviez en dessous d'une roche à la maison, vous savez très bien que le nom du Rocket ne vient pas de n'importe quoi ou de n'importe qui, effectivement, de Maurice Richard. Et puis là, moi, j'étais primé. Là. J'avais texté sur le chat de groupe. J'ai dit, bon, les gars, on arrive tôt. Parce que les 5000 premiers partisans qui vont traverser les portes de la Place Belle auront droit à un bobblehead. Donc, Félix et moi, on est maintenant détenteurs. Où est-ce que j'ai laissé? Voilà, on est détenteur d'un bobblehead de Maurice Richard. Mais là, si vous êtes sur la version YouTube, vous dites, on ne voit pas le bobblehead, on voit juste la boîte. Ah, ça, c'est pas notre problème, car Félix et moi avons l'intention d'être riches avec ce bobblehead. Combien de boîtes de bobblehead auront d'inscrits les 544 buts en carrière de Maurice Richard, ses 422 mentions d'aide, tout ça là-dedans? Et je confirme, il ressemble à Roy Dupuis. C'est une façon de voir les choses. En tout cas, messieurs, je vous souhaite de devenir riche. Mio, probablement, peut-être un jour, tu vas payer tes dettes étudiantes avec ce bobblehead-là. Avec Roy Dupuis. Avec Roy Dupuis. D'ailleurs, Félix était écœuré parce que tout le long de la soirée, j'ai pas arrêté de donner des références à Roy Dupuis. Insupportable. Et d'ailleurs, parlant de bobelette, parlant de boîte, celui de Lotune aussi, qui est toujours dans sa boîte. Et mardi, je serai au Centre Bell, soirée bobelette de Jake Evans. Il y aura un nouvel ajout à la collection ce mardi. Et malheureusement, comme à toutes les fois où je suis allé au Centre Bell cette année, probablement une humiliante défaite pour le Canadien. Mais bref, on n'en parle pas trop. Et parlant du Rocket, si on prend aussi juste un petit 2 secondes pour les événements qui se sont passés ce samedi, un partisan qui est malheureusement décédé. Et c'est-tu la game que vous êtes allé voir? Non. Non, on était vendredi soir, donc c'est arrivé le samedi. On envoie évidemment nos condoléances. Tout ça, c'est un événement extrêmement triste et tout. Puis malheureusement, ça laisse un peu un goût amer. Le match qui avait terminé avec 72 secondes à faire, on n'a pas disputé la dernière minute et 12 secondes. C'est toujours des événements assez tragiques. Et le match du vendredi était une belle expérience. Celui du samedi, malheureusement, qui s'est terminé un petit peu moins bien. Et mon Dieu, puis tu sens pour les gens sur place. Donc, force à vous. C'est certainement pas quelque chose de facile à vivre. Écoutez, donc on va essayer d'amener un peu plus de joie pour le restant de l'émission. On va parler de victoires triomphantes et de défaites, ma foi, aussi triste à jaser pour certaines équipes de la NFL. Alors, commençons tout de suite avec de nos matchs de la fin de semaine qu'on va discuter par ordre d'importance, disons. Alors, si votre équipe se retrouve 4e match, je suis désolé.
Mais le match en soi était une autre expérience. Alors, commençons avec le plus récent qui a été joué entre les Rams et les Bears du côté du Soldier Field à Chicago, où les Rams qui finalement l'ont emporté au compte de 20-17 en prolongation, a été remporté sur un botté de 3 points. Les gars, le mot de la prolongation, Caleb Williams a F around et a F out, mentionnant avec le match au bout des mains, a lancé une très mauvaise interception. Qu'avez-vous pensé? Est-ce que c'était le bon jeu? Est-ce que le ballon a glissé? Est-ce que c'est le receveur qui a manqué son tracé? Qu'avez-vous vu sur ce jeu-là? Ben, clairement que Caleb Williams n'a pas vu que le secondaire à gauche du terrain a traversé la largeur du terrain pour s'en aller sur le receveur visé de ce côté-là. Donc, je me dis en même temps, je pense que sur ce jeu-là, précisément, je pense que je vais donner beaucoup plus de crédit au secondaire des Rams qu'envoyer un pot à Caleb Williams là-dessus. Écoute, honnêtement, là, si c'est ça qu'on appelle le karma, là, ben moi, je suis bien à l'aise avec ça parce qu'il n'y a aucune chance que ce match-là se rende en prolongation. Je comprends que Caleb Williams a fermé les yeux, il a lancé Hail Mary puis il a essayé de faire une passe là-dessus. Quelle passe. Mais s'il fallait que les Rams perdent ce match-là, alors que sur possiblement le dernier jeu du match en temps réglementaire, t'as Caleb Williams qui court pour sa vie pour à peu près, une dizaine de secondes? Peut-être un petit peu moins, 8-10 secondes. La passe a pris à peu près 5-7 secondes à se rendre, peut-être même plus. Et la tertiaire des Rams qui réussit quand même à se faire piéger dans la zone des buts. Ça, pour moi, là, j'avais quasiment envie de me mettre à genoux et me dire « Amenez-moi sur le terrain, moi, j'aurais empêché cette passe-là. » J'étais à cette phase de jeu-là. Mais c'est un peu ça, Caleb Williams. Autant qu'il a tellement progressé cette année par rapport à sa saison recrue, Caleb Williams give, Caleb Williams take. It is what it is. Moi, tu vois, ce qui m'énerve de ce jeu-là, cette passe-là, c'est pas tant... Oui, bravo au secondaire des Rams qui a fait ça, Cameron Curl, de son nom d'ailleurs. Mais dans quel monde, les Bears, OK, tu viens de forcer un dégagement de la part des Rams, t'as juste un placement, tu vas remporter le match, OK? Tu arrives aux 50, ton jeu au sol est efficace. Dans quel monde, le jeu le plus intelligent que tu trouves à faire, c'est de lancer une passe dans des conditions où ce qui fait pas beau, ils vendent. C'est un jeu beaucoup trop risqué pour le potentiel qui venait avec. Et d'ailleurs, les Rams qui ont failli faire la même erreur en fin de match, les deux bombes en fin de match, là, je crois que c'était Colby Parkinson et Terrence Ferguson. La deuxième, c'est Ferguson. La première, je crois que c'était Parkinson. C'est deux passes complètement stupides que, tu sais, dans les circonstances, c'est dans une situation où est-ce que un placement te gagne le match. Pourquoi tu veux absolument essayer d'aller chercher le toucher à tout prix quand concrètement, tu n'as pas besoin d'un toucher pour gagner. Il fait juste donner une chance à ton botteur, sors le pas du match. Puis je reviens à Caleb Williams. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est Caleb Williams qui a décidé ça, je ne sais pas si c'est Ben Johnson qui a décidé ça, mais je pense que là, les Bears, tout le long de l'année, on a eu cette mentalité-là de on va faire des remontées, on est capable, puis en fin de match, on est intouchable. Puis on a peut-être été un petit peu trop arrogant à ce niveau-là. On s'est dit, gars, tout ce qu'on touche à partir de la fin du quatrième quart, ce change en or à chaque fois. D'après moi, ça va marcher encore une fois. Ça n'a pas fonctionné cette fois-là. On a pris un peu trop de risques. Et sérieusement, je pense que c'est là la plus grande erreur des Bears dans ce match. Et ironiquement, les Bears qui ont décidé là, d'être très gourmands, finalement, on ne l'a pas trop été, mis après ce toucher de Hail Mary qui, je vous invite à aller revoir encore plein de fois sur vos réseaux sociaux. Vraiment un joyau de jeu. Mais Ben Johnson, qu'on connaît pour justement sa gourmandise sur ses jeux, qui a décidé finalement d'y aller avec un seul point pour égaliser le match. La question classique qui ne mourra jamais, est-ce que c'était la décision à prendre, les gars? Moi, ce que je te dirais... J'en reviens pas qu'il l'ait fait. J'en reviens pas qu'il l'ait fait. Moi, c'est ça mon point. J'en reviens pas que Ben Johnson, surtout, tu sais, dans puis, il y a un aspect qui est tellement risqué d'y aller pour deux en série. Tu sais, le faire en saison, c'est une chose. De faire en série, c'est une autre, là, surtout devant tes partisans et tout. Demande aux Ravens de l'année dernière. Voilà. Tu sais, à la maison, tu y vas pour un, sur la route, tu y vas pour deux. Puis, tu sais, là, t'aurais brisé beaucoup de règles non écrites de ce sport-là. Mais Ben Johnson, on l'a vu depuis le début des séries, à tort ou à raison, s'est entêté avec cette mentalité d'être hyper agressif.
Caleb Williams va faire un jeu miraculeux pour te donner une chance. En ce moment, tu as tout le momentum du monde entier. C'est les Bears qui ont toute la confiance du monde, puis les Rams sont en train de se dire « Oh non, on va être les prochains à se faire avoir par une remontée des Bears. » Puis, tu sais, la décision d'y aller pour un se défend aussi dans l'optique où tu vas être chez vous. Puis, sérieusement, ça a failli fonctionner. Tu ne fais pas la passe, l'interception en prolongation. Ça va fonctionner au final, cette décision-là. Mais j'ai surtout été surpris qu'il n'y aille pas. Puis, j'ai surtout l'impression que Ben Johnson va passer toute sa saison morte à se dire j'aurais dû y aller pour. J'ai hâte de voir. Moi, tu dis que j'ai hâte de voir. J'ai hâte si, imaginons l'année prochaine, il se retrouve dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça, écoute, on a encore 12 mois pour repenser à ça, Félix. Alors, un autre match, ma foi, cinématique du côté des Bears et des Rams. Le deuxième, les gars, qui, Pop peut danser sur sa prédiction de fin de saison. D'autres fans du sport, de manière générale, ont le cœur brisé. C'est entre les Bills et les Broncos du côté de Denver. C'est, pour commencer, un retour au match de championnat de l'Américaine pour les Broncos. La première fois depuis 2015, où ils l'ont emporté avec Peyton Manning, qui, on va dire en fait ce qui restait de Peyton Manning, très franchement. Disons avec Von Miller. Ouais, avec le. Quelle défense d'ailleurs, le no-fly zone, là. Mais puis qui d'ailleurs a eu un peu son moment de gloire, cette défensive aérienne en fin de match. Donc, le gros sujet qui en sort, le premier gros sujet, disons, parce qu'il y en a eu deux, là, mais le premier gros sujet qui en sort, c'est, les gars, l'année où la porte était grande ouverte, sans les Chiefs de Kansas City, Josh Allen et les Bills de Buffalo n'iront pas au Super Bowl une fois de plus. Écoute, oui, Mahomes n'était pas là. Burrows n'était pas là. Jackson n'était pas là. Broncos ont quand même fini l'année 14-3, là. Tu sais, à un moment donné, je comprends que oui, on peut voir ça. Tu sais, la porte était ouverte de ce côté-là. C'était pas un gimme, là. Je vais ajouter un mea culpa à ton affaire, mais moi aussi, la semaine dernière, là, j'ai ressorti le téléphone puis j'ai dit écoute, les lignes de fraude appellent en ce moment, là. Puis, je veux juste vous rappeler de quoi, les boys. Les Bills n'ont pas gagné ils n'ont même pas gagné leur division cette année, là. Tu sais, même New England, tu peux dire qu'il est. Tu sais, New England aurait pu être la même menace que Mahomes, puis les Chiefs auraient pu être dans les années précédentes, puis ça serait exactement pareil pareil au même. Ceci étant dit, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour les fans des Bills. Eh non. Là, il y a la fameuse controverse de l'attraper, non attraper, l'interception de Brandon Cooks en prolongation, puis tout ça. Ça a pris du temps un peu. Finalement, on a réussi à avoir une explication claire de pourquoi ça s'est fait. Puis là, il y a du monde qui trace déjà des comparatifs avec ce qui s'est... Je ne sais pas si vous avez vu, là, en fin de match, là, il y a eu un attrapé de Davante Adams là, qui avait 3 gars sur lui pour faire un premier jeu. Le monde faisait des comparatifs à ça. Il n'y a aucun comparatif, il n'y a aucun parallèle. Davante Adams avait le contrôle du ballon quand son genou a touché au sol. Brandon Cooks est allé au sol, n'avait pas le contrôle du ballon. Le gant défensif a juste fait yoink, je pars avec. C'est fini. Tu sais, pas de Brandon Cooks serait complètement tout seul sur le terrain. Ça serait une passe incomplète. That's it. Ça a juste à donner qu'il y avait quelqu'un qui l'a volé au même moment. Ouais. Puis écoute, Pop, ça brise le cœur, c'est heartbreaking, mais. C'est heartbreaking, mais. Ainsi va la vie. Puis, c'est quoi, dans tous les cas, Josh Allen, qui s'est blâmé pour cette défaite. Il a quand même eu 4 revirements à lui seul. Il mérite, tu sais. Ben oui, absolument. On a souvent été doux avec Josh Allen durant les défaites, surtout contre les Chiefs de Kansas City. Mais là, cette saison, je pense que c'est là que Josh Allen a peut-être été le plus fautif dans cette défaite-là. L'échappée qu'il a faite à 3 secondes de la fin, juste avant la mi-temps, qui donne 3 points totalement gratuits aux Broncos, la différence est là. En séries éliminatoires, dans l'ère du Super Bowl, OK? Savez-vous c'est quoi la fiche des équipes qui ont un différentiel de moins 4 dans les revirements ou pire dans l'ère du Super Bowl en série? Lance-nous ça. 2 victoires, 77 défaites.
On a fait... Tu fais 5 revirements. Ouais. Malgré tout, on a failli avoir cette troisième-là remontée en deuxième demi, mais en vain. Quoi qu'il en soit, les Broncos, comme on a mentionné, qui reviennent au match de championnat de l'Américaine, Félix, ça sera sans Bo Nix. Honnêtement, je pense que c'est un des moments les plus surréels que j'ai vu depuis un sacré long moment dans la NFL. Écoute, mise en contexte, hier, j'avais du décalage sur les matchs, j'ai fermé une notification pour une semaine, le temps de rattraper le match de Seahawks 49ers. Je reviens en direct, je reviens une notification. Et la toute première chose que je vois, la toute première notification que je reçois, Adam Schefter qui dit que la saison de Bo Nix est terminée en raison d'une blessure à la cheville. Après ça, j'ai vu l'extrait de Sean Payton qui rentre en disant, tu sais, qui niaise un peu avec les journalistes en disant, parce qu'il avait déjà fait son premier point de presse, il revient pour un deuxième, il dit, ouais, tu sais, je m'étais ennuyé de vous, puis tout, puis tu vois rapidement que son visage change complètement, puis il dit, ouais, c'est pas des bonnes nouvelles. Bo s'est fracturé un os dans la cheville et tout, puis, man, pauvre Broncos, je veux dire, tu as cette saison-là à 14-3, maintenant 15-3 après la victoire d'hier. Et là, tu as l'avantage du terrain. Tu es en train de montrer à tout le monde que on a battu les Bills, c'est un gros adversaire. Il y a des gens qui doutaient de nous, puis on a quand même été gagné ce match-là. Bo Nix, on a eu des doutes sur Bo Nix. Hier, il a été phénoménal dans la victoire des Broncos. Il a été vraiment, vraiment, vraiment bon dans ce match-là. Et là, t'apprends que finalement, je sais que tu t'en vas jouer pour une place au Super Bowl, mais c'est ça, t'auras pas ton carrière numéro 1, trouve une solution, deal with it, on n'a pas d'autre solution pour toi, lui il sera pas là. Sérieusement, ça c'est vraiment, vraiment déchirant. Puis sur le coup, la première chose que je me suis dit, c'est il devrait aller voir Josh Allen, puis il dit ça te tente de t'habiller en Jarrett Stidham, puis jouer la semaine prochaine. C'est la toute première chose que je me suis dit. Puis, man, écoute, on a souvent parler du fait que les Broncos, c'est une équipe extrêmement solide, puis que Bo Nix n'a pas besoin d'en faire une tonne pour gagner avec cette défense extrêmement solide-là, puis surtout la ligne offensive et les armes qui sont autour de lui. Je veux bien, mais Jarrett Stidham n'est pas Bo Nix quand même. Là, la question, c'est comment tu vas trouver le moyen de t'arranger pour qu'il ne te sorte pas du match. Parce que on va en parler éventuellement, mais tu regardes les Pats, là, tu sais, c'est un match qui était prenable pour un corps arrière qui ne sort pas son équipe du match. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même un monde dans lequel Denver peut gagner ce match-là, mais c'est sûr que c'est terrible pour cette équipe-là. Après toute la belle saison qu'on a connue, là, ça fait mal au cœur pour cette équipe. Ouais, ça va être difficile et leur adversaire aux Broncos, un rival de longue date. On dirait qu'on a rembobiné la machine, mais on a juste changé les acteurs principaux. Alors, j'ai parlé de Peyton Manning. On connaît ses fameux duels contre Tom Brady, qui d'ailleurs, le duel de 2015 pour le Super Bowl, qui était contre les Patriots. Donc, les Patriots, eux, une première depuis 2018. Félix, veux-tu nous rappeler qu'est-ce qui est arrivé en 2019? Pourquoi les Patriots ne sont pas rendus au championnat de l'Américaine? Ah, ben écoute, si tu me poses la question, Mio, ça me fera un immense plaisir de t'expliquer que ce match-là, c'était un match contre les Titans, première ronde des séries, ronde de wildcard. Tom Brady, le tout dernier match de Tom Brady dans l'uniforme des Patriots. Et malheureusement, Bill Belichick s'est fait avoir par Mike Vrabel parce que Mike Vrabel a sorti une page du playbook de Belichick en faisant couler le temps, en faisant exprès de pogner des pénalités avec son bâton de dégagement parce qu'il savait que ça allait faire couler le temps et que Belichick pouvait rien faire. Et finalement, Tom Brady a lancé sa toute dernière passe dans l'uniforme des Patriots directement dans les mains de Logan Ryan, le demi-point des Titans, pour une passe de toucher. Merci encore, Tom, pour ces beaux moments dans cette fin de carrière avec les Patriots. Je suis éternellement reconnaissant pour cette belle soirée. All right, revenons aux choses sérieuses. Donc, encore un match avec de la météo, ma foi, terrible. On va revenir du côté des Titans, mais pour les Patriotes, comme Félix t'a mentionné, ça va être un affrontement Drake May, Jarrett Stidham, qui d'ailleurs, là, je tiens à préciser ça quand même, là. Disons que les Bears l'avaient gagné, 3 des 4 carrières partants se seraient qualifiés pour le championnat d'association, ce qui aurait été complètement fou, mais bon, on est dans un monde dans lequel, Bo Nix n'y sera pas et les Bears ont manqué leur chance d'y être. Mais là, ça pose la question, les gars. Aujourd'hui, là, on va mettre notre casquette de hater et on en a parlé toute la saison des affrontements que les Patriots ont eus.
Puis, je veux juste faire une préface aussi. Là, c'est en aucun cas est-ce qu'on dit que les Patriots sont une mauvaise équipe. Mais quand tu regardes contre qui ils ont joué en saison régulière, 14 de leurs victoires, en fait, sont contre des équipes qui ne sont pas avec une fiche victorieuse. Et en séries éliminatoires, les 3 carrières que tu auras fait face sont Justin Herbert, qui, bon, historiquement, on voit comme un gars qui a de la misère en séries éliminatoires. Surtout avec sa très belle ligne offensive devant lui pour le protéger. Ouais, CJ Stroud, qui nous a sorti l'une des pires performances individuelles pour un corps arrière que j'ai vu de ma vie. Et ensuite, tu vas faire face à Jared Stidman, qui est un nom que j'ai dû googler parce que hier, avec la famille, on est comme « Attends, c'est qui le suppléant de Bo Nix? » Et je dis écoutez, la gang, je connais pas ces noms-là, mais on a Jared Stidman. Alors... Stidham. On va y aller comme ça. Les gars, la question se pose. C'est fou. Est-ce un passage frauduleux vers le Super Bowl, assumant que les Patriots l'emportent? Celle-là pour j'aurais pu... Écoute, c'est sûr que il y a beaucoup de monde qui ont encore un PTSD de la dynastie Tom Brady avec les Patriots, puis la fameuse magie noire autour de Tom Brady, puis tout ça. Le karma n'existe pas avec les Patriotes. Le karma... Mais écoute, ce que je vais dire là-dessus, c'est oui, OK. Moi, je l'avoue, j'étais dans le camp de... Les Pats l'ont eu un peu l'ont eu facile en saison régulière. Veux pas, mathématiquement, plus tu finis bas l'année précédente, tu as un calendrier plus facile cette année. Bon, OK, ça s'explique un peu de ce côté-là. CJ Stroud et les Texans, en offensive, ont eu de la misère aujourd'hui. Et de la misère. Je pèse mes mots là-dessus. Mais si on a donné autant de misère que ça à CJ Stroud, c'est que défensivement, on est legit du côté de la Nouvelle-Angleterre et Drake May va probablement gagner l'MVP. Je veux dire, non. Dans la façon dont les Pats jouent, on verra ça de ce côté-là, mais de la façon que les Pats jouent, je peux comprendre qu'il y ait du monde qui disent qu'avec les carrières, c'est facile, mais c'est pas comme si les Pats jouaient moyen puis trouvaient un moyen de gagner in extremis face à une équipe un peu dégarnie un peu. Exact, les Pats sont legit. Tu les regardes jouer, ils sont legit. Mais c'est ça l'argument, Pop, c'est qu'on ne dit pas que c'est objectivement une mauvaise équipe, c'est objectivement une maudite bonne équipe. Et objectivement, ils ne sont pas frauduleux. J'aimerais juste que la compétition adverse soit un peu plus... Ce serait fun de voir que la compétition un peu plus étoffée. C'est un couteau à double tranchant. Mettons là, dans un scénario que les Broncos, avec le quart arrière substitut, se font planter par la Nouvelle-Angleterre et s'en vont au Super Bowl. Pop, tu sais quoi? Je vais célébrer la défaite des Patriotes. C'est ça, mais mettons, ils arrivent au Super Bowl. L'adversité, en ont-tu vraiment eu depuis le début de la saison? Les Patriotes, ça? Moi, tu vois, je regarde. Hier, c'est drôle parce que je regardais le match des Seahawks, puis le seul constat que je regardais me dire, c'est je suis même pas sûr à 100% que les Seahawks, c'est la meilleure équipe de la NFC, mais je suis sûr qu'ils torchent littéralement n'importe quelle équipe de la NFC. C'est exactement. Tu sais, les Pats, en ce moment. Puis écoute, j'étais le premier à dire que je pensais que les Texans allaient gagner aujourd'hui, puis sérieusement. Tu sais, en tout respect pour les Pats, ils ont gagné ce match-là, puis tout, puis. Tu sais, c'est quand même un match parce que Drake May a fait 4 revirements, puis que si l'attaque des Texans était moindrement compétente, les Pats vont perdre ce match-là. Tu sais, c'est pas une performance. Les Pats ont gagné et tout, puis on leur enlèvera pas, là. Mais c'est pas une performance, selon moi, que tu peux regarder en tant que. Si t'es les Pats, puis tu peux dire, ouais, c'est vraiment une performance dominante. Tu sais, quand tu réussis à faire. Quand le carrière adverse sur un match comme celui de CJ Stroud, là, une vraie équipe dominante gagne ce match-là par à peu près 600 points. Pas par la peau des fesses avec un toucher miraculeux qui est Sean Bouki en fin de match. Tu sais, là, on va
affronter Jarrett Stidham, puis la défense des Broncos. Puis là, on n'aura pas l'avantage du domicile aussi. Hein. Ça va être un élément important. J'ai hâte de voir comment on va réagir à l'altitude et tout de Denver. Ça peut être un duel qui est intéressant. C'est un gros avantage de domicile Denver pour ça. Mais écoute, il y a les Pats qui sont là, puis les Pats, quand je les regarde jouer, c'est une équipe typique de Mike Vrabel, une équipe qui n'est pas nécessairement la plus talentueuse, n'est pas nécessairement la plus dominante, mais une équipe qui fait les petites choses, qui fait bien les petites choses et qui se bat pas elle-même. On capitalise sur les erreurs de l'autre équipe et j'ai surtout hâte de voir, parce que oui, on n'a pas affronté une tonne de grosses équipes, mais quand même, affronter Texans, Broncos, puis même les Chargers juste avant, là, c'est quand même 3 grosses défenses qu'on va affronter. Là. Si on est capable de survivre à ça, même si on n'a pas affronté des grosses attaques, ça reste quand même, il y a eu une certaine part d'adversité. Donc oui, les Pats, c'est une bonne équipe. Est-ce que cette équipe-là serait au Super Bowl si c'était dans la NFC? Probablement pas, mais ça reste quand même dans une NFC qui est un petit peu plus faible cette année. Ça reste une des très bonnes équipes de cette conférence. C'est gagne par l'ADN patriote. Alors, pour ce qui est de ce dernier match, Félix, que tu as mentionné, un classico entre 49ers et Seahawks qui, finalement, ça s'est perdu sur le tout premier jeu, entre guillemets, comme j'écris dans les notes, parce que c'est pas théoriquement un jeu, c'est juste un retourné de beauté. Est-ce le genre de déferlade auquel on s'attendait? Est-ce qu'on s'attendait à ce que les 49ers soient un peu plus compétitifs? Je m'attendais certainement à ce qu'ils soient un peu plus combatifs. Il y a même un monde, je dis, franchement, il y a un monde dans lequel les 49ers peuvent gagner parce que ça demeure une équipe bien coachée avec des joueurs d'expérience malgré tout le monde dans l'infirmerie. Mais les gars, comme je dis, ça s'est perdu à la première seconde. C'était fou. Je pense que c'était honnêtement, puis les 49ers étaient tellement durs, les Warriors, je pense que les blessures étaient juste rendues trop. Là. Kittle blessé, ça a été tellement un coup dur pour cette équipe-là. Puis oui, tu peux t'en sortir temporairement avec Jake Tonjes ou quoi que ce soit qui s'est blessé en plus. Lui aussi d'ailleurs. Ouais. Il s'est rendu là un peu sur le même. Puis quand Christian McCaffrey est tombé, là c'était vraiment comme le dernier coup. Il est revenu, il a fini le match. Là, mais cette blessure-là de McCaffrey, c'était vraiment comme gars, c'est beau, là, laisse-moi tranquille. Là. C'est difficile de blâmer les 49ers pour cette défaite-là parce que, mon Dieu, que cette équipe-là a eu des... Tu parles d'adversité, là, des équipes qui ont eu l'adversité cette année, il n'y en a pas beaucoup qui en ont eu plus que les 49ers. Moi, je m'attendais... Je voyais la cote du match qui était à -7. On a une avance de 7 points aux Seahawks. Puis je trouvais que c'était généreux quand même. Je m'attendais à un match plus serré que ça. Puis, oh boy! Ça a été une des bonnes rinces de série, je me souviens récemment. Là, il y a eu des rinces en série, mais celle-là, dès le premier jeu, tu savais que c'était probablement ça allait être difficile pour les 49ers. Puis, j'ai pas vu souvent une équipe reposer ses partants dans un match de série. Que les partants finissent pas le match, puis qu'avec 11 minutes, tu dis bon, on va pas envoyer le backup. Sam Darnold qui n'a pas lancé pendant les 2 jours avant le match, je sais pas pour vous, ça n'a pas vraiment paru. Kenneth Walker qui court comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis ça va être intéressant. Mais là, maintenant, on s'en va affronter les Rams. En fait, les Rams viennent nous affronter. Le match est à Seattle. Puis on sait que les Rams, c'est une des rares équipes qui a donné de l'adversité, qui a donné un petit peu de défi aux Seahawks cette année. Ce ne sera pas un match aussi facile que contre les 49ers, définitivement. Non, ce qui joue certainement l'avantage des Seahawks, c'est d'avoir affronté leur chemin peut-être jusqu'au Super Bowl contre leurs adversaires de division. Mais dans tous les cas, Pop, ce qu'on peut retenir quand même que de se rendre au match de championnat pour les Seahawks, une première depuis d'ailleurs de 2013. On sait comment ça finit cette saison-là. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, pari réussi pour Sam Darnold et les Seahawks. Les fans des Vikings du Minnesota qui ont regardé ce match-là, qui se disent on a laissé un mauvais match en série contre une legit bonne équipe, les Rams de l'an dernier. On a laissé ce match-là, puis on a décidé d'abandonner Sam Darnold pour se retourner vers 9. C'est le fun, là, puis tout ça. Mais tu regardes ça et tu te dis, dude, pourquoi? Sam Darnold est avec Aaron Rodgers et Tom Brady, puis il y a un autre nom, là, je sais qu'il y a un 4e membre là-dedans que j'oublie dans ce groupe-là, qui a gagné 14 matchs pour 2 années consécutives. Et Sam Darnold vient de le faire avec 2 équipes différentes.
sais, C'est c'est legit. Puis, en même temps, pour le match contre les 49ers, tu as affronté la même équipe il y a 2 semaines et les Seahawks leur ont pilé sur le corps. Puis, ça a juste été serré parce que l'offensive des Seahawks a décidé de prendre peut-être ça un petit peu plus mollo en inscrivant juste 13 points. Moi, je t'aurais dit, là, si j'avais vu la même cote que toi, Félix, là, moi, j'aurais dit grimpe ça au moins à moins 10. Là. Pas tu descends pas ça à moins 3. Grimpe à moins 10, moins 12. Là. Parce que t'avais l'ADN de ce match-là, t'avais juste à refaire la même chose, puis c'est direct ça qui s'est passé. C'est bon, ouais. Puis c'est sûr qu'évidemment, ça a été une bonne varlope, là. Mais écoute, Sam Darnold, la seule chose que j'ai hâte de voir, OK, Sam Darnold, historiquement, en tout cas, du moins en fin de saison l'an dernier, ce qu'il avait vraiment coulé, là, contre les Rams, mais aussi contre les Lions la semaine d'avant dans le match pour le titre de la division. Oui. Ce qu'il avait vraiment coulé, Sam Darnold, c'est quand il devait gérer de la pression, puis tu sais, que ça s'en venait vite dans sa pochette. Et oui, là, les Seahawks ont une très bonne ligne offensive, ont réussi à gérer, mais les 49ers sont historiquement mauvais pour générer de la pression. Depuis que Bosa est parti, très tôt dans la saison, on ne génère aucune pression. En fait, Félix, c'est pas compliqué, c'est la pire équipe de la NFL dans ce domaine-là. Être physique à la ligne d'engagement quand tu es en défense, c'est la pire de toute la NFL. Voilà, fait que j'ai hâte de voir contre un front défensif beaucoup plus respectable, celui des Rams, qui a fait mal paraître Sam Darnold au moins une fois cette saison, puis pendant un demi-match l'autre fois avant qu'il se rappelle au 4e quart qu'il était Sam Darnold, puis qu'il est redevenu comme le personnage principal de ce match-là. Là. On l'a fait paraître pendant des bons pans de la saison, du moins du côté des Rams. Les 2 premiers matchs ont tellement été bons entre les Rams et les Seahawks. Je pense qu'on mérite tous une partie 3 de cette rivalité-là. Les 2 matchs qui se sont disputés au total par 1 point. Au cumulatif des points, les Rams ont gagné le premier match par 2. Les Seahawks ont gagné le deuxième par 1. Fait que les Rams ont 1 point de plus que les Seahawks dans ces 2 duels-là cette année. On méritait un 3e pour conclure la trilogie. All right. Donc, boys, la fin de semaine prochaine, donc dimanche à 15h, on aura le match Patriots-Broncos pour l'américaine et à 18h30, on aura le match de la nationale entre les Rams et les Seahawks. J'ai juste besoin d'une prédiction très rapide de votre bord, là, vraiment. On dit juste, hey, tu sais, il y a quelqu'un qui t'interpelle dans la rue. Qui crois-tu qui va gagner la semaine prochaine? On va avoir un rematch de 2015. Attends, de l'année civile 2015. Hein, non, du Super Bowl 2015. Du Super Bowl 2015. Donc, de l'année civile 2015. Oui, exactement. Pas de la saison 2015. Celui que notre invité de la semaine dans notre grande entrevue, oui, shameless plug, celui que notre invité de la semaine a décrit en tant que premier descripteur, son premier match en tant que descripteur du Super Bowl, là, ce Super Bowl-là? En personne. Effectivement. Mais je parle la fameuse interception de Malcolm Butler, ce Super Bowl-là. Donc, Pat Seahawks pour moi la semaine prochaine. Mm-hmm. Les Pats vont y être, parce que Jared Stidham, je pense que ce sera pas assez. Je pense que les Pats vont faire juste assez. Mais les Rams vont y être du côté de la NFC. Complètement biaisé, d'ailleurs, cette prédiction-là. Mais au moins, tu l'assumes. Au moins, tu l'assumes. 100%. Mais on n'aura pas à revivre la neige, les conditions de Chicago. Ça va être beaucoup plus agréable du côté de Seattle. Je pense que les Rams vont se rendre au Super Bowl. J'aimerais bien que ce soit genre Matthew Stafford. Tu sais quoi, peut-être une petite dernière. Mais, tu sais quoi, ça m'inquiète un petit peu son état de santé. Voir un peu comment va la main. Ça n'a pas été un gros match aujourd'hui, même si bon, la neige avait quand même son facteur à jouer là-dedans. Donc, je vais y aller avec la machine des Seahawks qui donneront qu'une maudite varlope aux Patriotes pour que tout le monde du côté de Seattle, avec le point dans les airs depuis 10 ans, dise « Ah, finalement, il était temps. » Mais Mio, je vais juste te dire, je vais juste reprendre un propos que tu as dit il y a quelques minutes. Le karma dans la NFL, ça n'existe pas. Si c'est les Patriotes, en tout cas, on s'en reparle dans 2 semaines. Là, surtout pour les Pats. Dans 3 semaines, en fait. On se parle dans 3 semaines. S'il n'y a toujours pas ça, là, je pense que je flippe mon bureau. C'est aussi simple que ça. On prend ça en note.
On passe en notre boys, un petit peu d'actualité. Bon, on a vu la nouvelle Mike Tomlin, mais ça jase encore de l'américaine Kevin Stefanski qui devient entraîneur-chef des Falcons et John Harbaugh qui officialise pour le poste des Giants de New York. Vite, j'allais dire San Francisco. Donc, plus de détails là, qui se retrouvent dans la dernière revue de presse du Salon de Mio que vous pouvez retrouver sur la plateforme de votre choix. All right, boys, passons au baseball où là, la semaine dernière, on se disait, oh, OK, Bregman, OK, peut-être. Là, les gars, les valves se sont ouvertes. Et faut-tu qu'on les nomme encore? Faut-tu qu'on les nomme C'est encore? quoi? De qui tu parles? De qui tu parles? Alors, Kyle Tucker, qui était quand même le gros agent libre, ce qui est... Le gros nom. Et oui, et qui n'avait toujours pas signé. On apprend que M. Kyle Tucker est allé signer un beau contrat. Un beau contrat de 240 millions de dollars sur 4 saisons. Mesdames et messieurs, c'est 60 millions de dollars par saison. Kyle Tucker est un excellent joueur. Okay? Est-ce que Kyle Tucker est un joueur de 60 millions de dollars annuellement? La question reste à répondre. Mais par contre, s'il y a bien une équipe qui a assez de, pardonnez mon langage, assez de fuck you money pour payer ce contrat-là, ce sont les Dodgers de Los Angeles. Et voilà, c'est exactement là ton élément de réponse. Est-ce que Kyle Tucker va jouer pour 60 millions par année? Non, Kyle Tucker va pas jouer pour 60 millions par année. Est-ce que Kyle Tucker est le meilleur joueur des Dodgers? Non. Est-ce que Kyle Tucker est le deuxième meilleur joueur des Dodgers? Probablement pas. Est-ce que Kyle Tucker est le troisième meilleur joueur des Dodgers? Honnêtement, peut-être même pas. Mais cette équipe-là, qui était déjà tellement solide, qui vient de gagner 2 séries mondiales consécutives, a ajouté Edwin Diaz, et là ajoute Kyle Tucker. On avait un problème, l'enclos, on est allé le chercher. On avait un problème dans le champ extérieur, on est allé chercher Kyle Tucker. 60 millions par année, c'est la masse salariale, on va payer à peu près 500 millions cette année chez les Dodgers pour cette équipe-là. Un peu moins que ça, mais genre 400, je pense que c'est 467. C'est incroyable. Pour vrai, c'est frustrant pour un fan de notre équipe, mais il faut que honnêtement, je suis rendu, je respecte ce que les Dodgers font parce qu'on aimerait tout que le propriétaire de notre équipe agisse exactement de cette façon-là. Mais écoute, moi, quand j'ai vu ce contrat-là, la vraie première chose que je me suis dit, c'est bon, on va profiter de 2026 parce que 2027, ce sera une année sans baseball. Parce que si ces contrats-là se signent, on rappelle, c'est la dernière année de la convention collective en 2026. On sait que les conflits de travail au baseball sont généralement, à chaque fois qu'une nouvelle convention collective va signer, un conflit de travail. Et là, on sent qu'il y a plus de tension que jamais entre les propriétaires et les joueurs, notamment en raison de ce que les Dodgers font, l'argent différé et tout. Je pense que ça va être un facteur extrêmement qui va vraiment diminuer les chances qu'on ait du baseball pendant une bonne partie de 2026, si c'est pas la saison complète. Et si c'est pas la saison complète, mais c'est parce que là, effectivement, on double down, pour encore une fois utiliser l'expression anglaise pop, du sens que, ben là, écoute, c'est que du bon vieux libéralisme des années 80 où j'ai juste le plus gros portefeuille. Oui, je vais pouvoir payer ces contrats-là, mais pas. Et je peux surtout aussi surpayer. Il n'y a rien que vous allez pouvoir faire. Je suis là juste plus d'argent que vous autres. Je sais qu'il y a possiblement un petit contexte différent, puis ça date de quelques années déjà. Mais Aaron Judge fait 40 millions par année. Kyle Tucker va faire 50% plus que Aaron Judge. Ça n'a aucun bon sens. Aucun. Pour vrai, ma première pensée quand j'ai vu la nouvelle sortir, c'est si je suis un fan des Jays, oui, OK, sur le coup, je suis fâché, mais je vois le contrat, je me suis dit, une tabarnak de chance qu'on n'est pas allé faire ce contrat-là. Parce que Kyle Tucker, pour moi, c'est la définition du gars qui peut faire tout bien, mais il n'est pas great, là. Tu sais, il va vraiment pour un 2,70. Il va faire
25-30 circuits. Il va te faire 90-100 points produits. Et ça, s'il est en santé. Parce que c'est ça avec Kyle Tucker. Il y a une historique de blessures qui fait en sorte que souvent, quand il manque des matchs, c'est à coup de 30, à coup de 60. Fait qu'il y a aussi ce risque-là du côté des Dodgers, pour moi, aller chercher Kyle Tucker. Mais en même temps, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Mais si on double down, parce que oui, OK, on peut regarder ça et se dire oui, mais les Dodgers ont acheté leurs 2 dernières séries mondiales, tu sais, c'est pas juste tout ça. Moi, je veux juste vous faire rappeler une chose, OK? En 2024, les Padres de San Diego, je crois que c'était. Félix, peut-être tu me corrigeras, mais c'était en série de division, il y a 2 ans. Les Padres de San Diego avaient les Dodgers dans les câbles et étaient à un match de se faire éliminer et avaient un match de bullpen ce soir-là. Et les Padres se sont fait humilier et se sont fait sortir. Ils ont manqué toutes leurs chances. Et c'est sans compter que les Jays ont passé à 2 retraits de gagner la Série mondiale. C'est plate, je comprends, mais les Dodgers sont battables. C'est ça l'affaire. Ils sont battables malgré la... C'est pas comme, mettons, une super team aux Warriors de Golden State dans le prime Steph Curry, tout ça. Où il pouvait tout arriver. Tu savais qu'il allait sortir une bouchée puis il était juste tellement trop puissant puis qu'il allait l'emporter pareil. Les Dodgers sont super bons, je le concède, mais ils sont battables. Ce que je dois t'ajouter... Il faut retenir de plus et en espérant que ce soit votre équipe qui batte les Dodgers. Ce que je vais ajouter, Pop, c'est que une leçon que l'histoire a apprise, c'est qu'elle ne se souviendra que du vainqueur. Malheureusement, je ne pense pas qu'on ira dans les astérisques à dire « Ah, mais les Jays étaient proches. » La conversation, Félix et moi, on avait apporté ça il y a un bout, c'est que je pense pas qu'on irait à parler de manière définitive d'un conflit de travail la saison prochaine si les Blue Jays l'emportaient. Mais là, c'est que les Dodgers l'ont emporté, donc toutes les munitions sont dans le camp du conflit de travail qui s'en vient l'année prochaine. Et comprenez-nous bien, les risques de conflit de travail n'auraient pas tant diminué que ça si les Blue Jays avaient gagné. Et les probabilités ne changent rien que Kyle Tucker est signé à Chicago, qui est signé avec les Mets, avec les Blue Jays. Tu sais, l'aiguille n'a pas tant bougé là, avec Kyle Tucker. Là. Le writing is on the wall. Là. On se dirige vers là. Le mur s'en vient tout droit, à pleine vitesse, et on va tous y goûter en tant que partisans de baseball. C'est inévitable, ça s'en vient. Il y a une chose aussi qui, en ce moment, dans le marché actuel, depuis quelques années, avantage beaucoup les Dodgers et ces équipes-là, les équipes qui ont les équipes, j'ajouterais les Mets aussi à ce groupe-là. De plus en plus, en fait, pendant une bonne partie de la dernière décennie, je dirais, les joueurs autonomes cherchaient le plus d'argent garanti à long terme possible. Parce qu'on voulait aller chercher, disons, on avait mieux signer pour un peu moins d'argent sur une base annuelle, mais aller chercher un gros salaire qui allait rentrer pour, mettons, 10-12 ans. Là, depuis quelques années, ce qui est arrivé, je pense que ça a commencé surtout avec les Mets. En fait, c'est les gars de Max Scherzer et Justin Verlander. En tout cas, moi, c'est les 2 premiers, je me suis dit, qui ont vraiment commencé à changer ça de bord un peu. Les 2 gars avaient accepté des contrats de 3 ans pour 43 millions par année, ce qui étaient des montants surréels. Et là, de plus en plus, les joueurs autonomes font le calcul suivant. Dans un marché qui est toujours en augmentation pour au niveau des montants et tout, les gars préfèrent signer le contrat à court terme avec de l'énorme argent à chaque année en se disant que ce ne sera pas si difficile que ça d'aller chercher le reste d'argent. Je prends l'exemple ici. Quand on parle les Dodgers ont fait 240 sur 4 ans à Kyle Tucker. L'offre des Blue Jays, qui était la seule offre à long terme sur la table de Kyle Tucker, c'était 350 millions sur 10 ans. Ce qui est une offre extrêmement compétitive. Là, on ne voulait juste pas donner un salaire annuel plus gros à Tucker qu'à Vlad. On est resté à 35 millions par année sur 10 ans. Tu mets cette offre-là sur la table de Kyle Tucker il y a, disons, 5-6 ans, c'est presque sûr qu'il apprend. Mais là, les joueurs autonomes font le calcul suivant. Si Kyle Tucker, qui a des options de sortie dans son contrat pour les prochaines années, si Kyle Tucker prend ce 240 millions-là sur 4 ans, il faut juste après ça qu'il signe un contrat de 110 millions sur 6 ans
pour refaire l'argent qu'il n'a pas eu. Et les chances sont quand même plutôt bonnes que dans 4 ans, quand Kyle Tucker va redevenir joueur autonome, il va éventuellement refaire cet argent-là d'une autre manière. Ça pourrait même être plus rendu là. Peut-être qu'il rendu là, il va signer, disons, un 4-5 ans à du 200 millions, puis c'est pas plus compliqué que ça. Il va faire plus d'argent que ce qu'il aurait fait avec une offre comme ça. Les gars, de plus en plus, les joueurs autonomes commencent à parier sur eux-mêmes, puis à parier sur le fait que dans 4 5 ans, avant leur déclin, ils vont être en mesure de signer un dernier gros contrat qui va ramener et même faire possiblement plus que ce qu'on aurait fait sur des contrats à très long terme. Et surtout, ça fait en sorte que pour les premières années, le contrat à court terme qui signe, généralement, c'est avec des super bonnes équipes, les Dodgers, même les Mets, qui étaient quand même une équipe qui était vue comme compétitive à l'époque où on avait signé des Verlander et des Scherzer. Les gars aiment signer ces contrats-là, sauf exception évidemment avec Vlad, Shohei et Soto, qui sont des contrats avec des valeurs astronomiques. Mais les gars, de plus en plus, font ce calcul-là, et c'est ça qui fait mal à des équipes comme Toronto, dans l'optique où Toronto aime mieux offrir du long terme avec un salaire un peu plus petit. Boston est un peu dans ce bateau-là aussi. Les Yankees sont dans ce bateau-là aussi. Puis c'est pour ça qu'on était en train de voir un changement dans la hiérarchie des pouvoirs de la MLB depuis quelques années. C'est le monde dans lequel on vit. Tu as mentionné les Blue Jays, Félix, mais les Blue Jays qui, quelques heures plus tard, ont vécu eux-mêmes là, leur finalement cette tristesse. Cette perte, finalement. Donc, ça se concrétise. Comme quoi, Bo Bichette ne sera pas de retour avec les Blue Jays de Toronto, mais s'en va du côté des Mets de New York, un contrat de 126 millions de dollars sur 3 saisons. Alors, pour rajouter sur ton point, Félix, qui revient à un salaire annuel d'une moyenne là, de 42 millions de dollars. Voilà. Pop, comment vois-tu cette transaction du côté des Mets de New York aussi? Est-ce qu'on tente de racheter là, notre fin de saison décevante? Je vais juste commencer pour dire à quel point ça me déchire de voir Bo Bichette partir. Pour moi, Bo Bichette, c'est Toronto. Bichette et Vlad Junior, c'est arrivé ensemble. Les deux ont été signés, repêchés par l'organisation, ont été développés ensemble dans l'organisation. C'est juste déchirant. Pour moi, j'aime en tant que joueur, j'aime beaucoup Bo Bichette, surtout le frappeur. Ce gars-là aura fait un circuit pour donner 3 points au match 7 de la Série mondiale. Ce sera son send-off. Je vais avoir de la misère à le voir avec un uniforme des Mets. Ceci étant dit, Bo Bichette va jouer où à cette heure? Et je ne parle pas géographiquement avec quelle équipe. Il va jouer où sur le terrain? Ça va être au 3, puis bonne chance, parce que je pense qu'ils vont trouver le temps long avec Bo Bichette au 3e but. Mais la façon que les Mets sont structurés, c'est bizarre, man, parce que... je vais y revenir plus tard, là, mais les Mets ont une saison morte épouvantable avec Pete Alonso qui est parti, puis on a eu Marcus Semien, l'échange. La transaction Brandon Nemo pour Marcus Semien. Et là, on se ramasse dans une situation... Quand tu regardes l'avant-champ des Mets, c'est vraiment bizarre, parce que à l'arrêt-court, on a Lindor, il n'y a pas de problème. Au 2e but, on a Semien, ça se défend, ça fait quelques années qu'il joue là. Sauf qu'au lieu d'avoir un vrai premier but, puis un vrai 3e but, on a un 2e but qui joue au premier, en Henri Polanco, puis on va avoir un joueur d'arrêt-court, qui n'est pas un bon joueur d'arrêt-court, qui serait meilleur au 2. Mais à la place de le mettre au 2, vu qu'on peut pas parce qu'on a Semien, ben on va mettre Bichette au 3. Cet avant-champ-là ne fonctionne pas. Donc là, la question, c'est pourquoi donc les Mets ont été chercher Bo Bichette? Parce qu'on a connu une saison morte épouvantable, parce que Pete Alonso est parti, parce qu'on s'est dit qu'on allait se rattraper, on allait chercher Kyle Tucker. Kyle Tucker est allé avec les Dodgers. Fait que là, on se ramasse dans une situation où est-ce qu'on n'a plus vraiment une tonne d'options. On a un peu les culottes baissées, puis on vient d'avoir une saison extrêmement difficile. Les fans sont fâchés. Faut que tu fasses quelque chose pour essayer de redonner confiance aux fans dans ton projet. Puis c'est très drôle parce que Bo Bichette s'en allait avec les Phillies. C'était presque réglé, ce dossier-là. S'il y avait une offre de, je crois, 7 ans, 200... Je pense que c'était 200 sur 7, l'offre qu'on lui faisait du côté des Phillies. Et à la seconde où Kyle Tucker a signé avec les Dodgers, les Mets ont appelé Bo Bichette. Ils ont fait, voilà, 126 sur 3 ans. Tu viens ou tu viens pas. Et Bo Bichette a fait, bon, les Phillies, c'est cool, mais ça y est, je m'en vais avec un rival de division. Puis Bo Bichette, ce contrat-là ressemble beaucoup à celui d'Alex Bregman il y a un an. Un contrat avec un énorme salaire annuel, mais avec des options de sortie à chaque année. Bo Bichette qui vient de connaître une fin de saison
marré par les blessures. Je pense que c'était le contrat très logique pour lui à signer. Il va pouvoir remonter sa valeur et signer l'an prochain. Malheureusement, dans un marché où est-ce qu'il va avoir une menace de conflit de travail, pas idéal pour aller chercher un immense contrat, mais c'est quand même le dénouement logique pour un qui a besoin de rebâtir sa valeur. Est-ce que c'est en jouant au 3 qui va vraiment rebâtir sa valeur? Ça, j'ai des doutes. Mais les Mets avaient besoin de faire quelque chose, et c'est pour ça qu'ils ont donné cet immense salaire annuel. Donc, Félix, si je comprends bien, tu n'es pas un fan de cette signature-là. Ben, pour Bichette, ça va. Là. Je veux dire, va chercher ton 40 millions. Je veux dire, j'aurais blâmé un gars pour aller chercher 40 millions. Là. Mais non, on ne parle pas du côté du joueur, là, du côté de l'équipe. Exact. Pour l'équipe, je veux dire, pour l'équipe, tu le fais parce que tu as besoin de faire quelque chose pour rassurer tes fans. Tu as besoin de quelque chose. Là. Tu peux pas te ramasser à juste perdre Alonso et rien faire d'autre. Mais je vois pas le fit. Bellinger est un meilleur fit. Cody Bellinger est un meilleur fit. On a parlé des Mets comme étant l'une des équipes qui a eu probablement la pire saison morte pour le personnel perdu et essayer de se racheter avec cette signature-là. Mais bon, tu as mentionné les Phillies aussi qui ont manqué le train là-dessus. Les Phillies qui en ont manqué aussi là, des joueurs cette saison morte. Et puis là, on perd maintenant définitivement les services de Ranger Suarez qui va aller jouer avec les Red Sox de Boston de Pop. Alors, Pop, pour commencer, du côté des Phillies, encore une fois, on parle de ce groupe qui gagne en âge, comme à chaque saison. Mais là, le problème, c'est que de ce groupe en âge, tu en as qui quittent le navire, là. Puis une chance parce que JT Realmuto aura signé aussi avec les Phillies cette semaine. Donc, tu sais, on s'en sauve de ce côté-là. Mais JT Realmuto, présentement en 2026, n'est plus le JT Realmuto. En tout cas, ou du moins, commence à ne plus être le JT Realmuto du début des années 2020. Fait que déjà, tu double down, déjà que tu es vieux, mais puis encore, tu as signé Kyle Schwarber, je comprends qu'il peut être encore capable de frapper 40 circuits et plus, mais on dirait que tu n'as comme pas adressé le problème principal que tu ne gagnes pas, tu n'ajoutes rien et tu vieillis. Rendu là. Mais, écoute, Ranger Suarez, à Boston, moi, je vais le prendre. C'est correct. Probablement que Craig Breslow, a.k.a. le terroriste en chef de la MLB, a vu les Mariners de Seattle se rendre à 2 manches de la Série mondiale et un Springer et un George Springer de se rendre à la Série mondiale. Puis sais-tu quoi? On va refaire exactement la même affaire. On va être profondément profond au monticule. On ne donnera pas un calice de points durant à peu près 7 manches, à peu près à tous les soirs. Mais on va se présenter au bâton avec des cure-dents à la place du bâton traditionnel. On ne sera pas capable de faire un sacrement de points. On va probablement strike out 1 fois sur 3. Puis, 1 fois de temps en temps, on va réussir à faire un double ou un circuit, mais on ne donnera pas de points. Puis, on va réussir à gagner comme ça. I mean, whatever. Faites ce que vous voulez. Je comprends que c'est hot au monticule. Tu sais, Crochet, Bello, Suarez, Sonny Gray, Color Crawford, Patrick Sandoval, les jeunes, whatever. Faites ce que vous voulez avec ça. Mais ça ne sera pas du baseball offensif qu'on va voir à Boston cet été. Là. Le plan offensif à Boston est assez simple, ça se résume en 2 mots. Roman Anthony. C'est que ça. Littéralement ça. Roman Anthony va nous sortir de là. Fuck it, Roman Anthony va faire quelque chose. Le reste de l'équipe n'est pas mauvais. Là. Je veux dire, il y a quand même une certaine mesure. Trevor Story a une belle saison. Jarren Duran est encore là. Will Brady est capable. Mais c'est extrêmement streaky. Je vais ajouter là-dessus, est-ce assez pour gagner l'Est de l'Américaine? Ils sont pas meilleurs que les Blue Jays, ils sont pas loin des Yankees. Ça ressemble aux Yankees. Ça ressemble aux Yankees, la différence, c'est qu'Aaron Judge est meilleur que Roman Anthony, mais le personnel de lanceur des Red Sox, c'est pas meilleur que ça. Voici. Donc, on parle de New York, les gars. Mis à part les Knicks, difficile d'être une équipe new-yorkaise en ce moment. On va se le dire, là. En fait, Mio, je vais te le dire. Est-ce que ça a déjà été facile dans notre vie d'être une équipe new-yorkaise? Oui, ben oui. De notre vivant, non. De notre vivant. À part le championnat des Yankees en 2009, tu sais, au 21e siècle, là, New York, là, les Giants ont quand même 2 Super Bowls contre les Pats, là, mais dont ils ont terminé leur saison parfaite. Là. Oui. Mais, c'est que...
temps difficile pour des équipes new-yorkaises. Puis bon, on sait à quel point ça va mal, les Rangers. On est en train de moisir de plus en plus. Au départ, on se disait, bon, s'ils réglaient leurs problèmes à domicile, à voir, mais là, les gars, les roues ont complètement débarqué du chariot. Et j'avais sorti sur ma revue de presse cette semaine comme quoi les partisans au Madison Square Garden ont commencé à chanter pour faire en sorte que Chris Drury se fasse renvoyer. Alors, Chris Drury a décidé de sortir de l'ombre de ses bureaux du Madison Square Garden et a sorti, comme quoi les Rangers ne vont pas tomber en reconstruction complète comme ce fut le cas en 2018, mais plus d'un retool, alors remaniement de personnel, aller rechercher d'autres pièces pour combler certains manques. Mais le gros dossier, c'est celui d'Artemi Panarin. Artemi Panarin, dont le contrat termine à la fin de la présente saison. Les Rangers ont annoncé déjà de 1 qu'ils n'ont pas l'intention de le renouveler son contrat d'ici la fin de la saison, alors qu'il sera agent libre, mais qu'ils l'accommoderont. On va essayer de trouver un preneur pour son contrat d'ici la fin de la saison. En un premier temps, les gars, on va parler des Rangers. Ensuite, on jasera d'Artemi Panarin. Mais à quel point est-ce que ça va mal chez les Rangers pour qu'on parle déjà, là, pas d'une reconstruction, mais d'un retool? Premièrement, ne vous laissez pas berner, ça ne sera pas une reconstruction. Les Rangers qui étaient genre, on fera pas de reconstruction. On va reconstruire avec notre corps. On va reconstruire autour des éléments de notre corps, puis de nos prospects, puis tout ça, puis ça va aller bien, puis tout ça. OK, fait que t'es en train de me dire, OK, que ton chat GPT c'est en train de me dire que on va reprendre à peu près les mêmes joueurs qui composent notre corps, puis qu'on va prendre des espoirs. OK, fine. Fait que t'es en train de me dire que vous allez juste changer des gars dans le bottom six, puis ça va être tout, là. On va call it a day, puis ça va être ça le retool, là. Tu sais, Mika va être encore là. Comme toute bonne saison morte, d'ailleurs. Exactement, tu sais. On va servir de, tu sais, Mika Zibanejad est encore là, puis toute la gang, toute là, puis on va juste reprendre des éléments de bottom six, puis on va reconstruire autour de notre corps, puis des espoirs, mais en fait, si on peut résumer ça, là, si Gabe Perreault ne se développe pas, vous n'avez pas d'espoir en New York. C'est voilà. À peu près ça. T'sais, vos espoirs, c'est Gabriel Perreault, puis c'est tout. Fait que tu es en train de me dire que on va juste changer. J'ai pas compris ce que ce communiqué-là voulait dire. C'était juste, on va juste pelleter nos problèmes en dessous de la table, puis on va se réessayer l'année prochaine. Pour moi, c'est juste réessayer la même formule en essayant un angle différent, Galaxy Brain, pour juste se dire on va revenir à la même affaire l'année prochaine. Sauf Artemi Panarin. Puis vous savez quoi, ça donne qu'il y aurait potentiellement, tout dépendant comment la saison des Rangers se termine, un élément quand même intéressant qui pourrait se rajouter au top 6 si, disons, on décide d'abandonner et que nos chances nous tombent avec le premier choix au total. Il y a un monde dans lequel ça arrive parce que là, bon, Pop, je ne sais pas si tu as le classement sous les yeux, mais oui, quand je regardais ça cette semaine, les Rangers étaient derniers de la métropolitaine. Puis il y a un bout de cette semaine, les Rangers étaient bons derniers dans l'Est complètement, là, chose que j'ai complètement été choqué d'apprendre. Alors, je confirme, effectivement, les Rangers, ils sont toujours non seulement derniers de la métropolitaine, mais derniers dans l'Est. C'est parce qu'il y a un joueur quand même intéressant qui s'en vient au repêchage. Il s'appelle Gavin McKenna aussi. Oui, mais on n'est pas encore rendu à la loterie. Je comprends, mais est-ce que du côté des Rangers, c'est juste un écran de fumée pour dire, vous savez quoi? On va, au lieu de compétitionner pour une place en série, on va compétitionner pour le premier choix au total parce qu'eux autres qui sont à 48 points, ben tu as les Blues, les Blackhawks, les Jets, les Flames et les Canucks qui ont des pires fiches qu'eux autres. Là. Oh non, écoute. Foncer, être acheteur au trade deadline aurait été totalement terroriste, mais ça aurait été complètement à l'image de Manhattan, New York. Nous, on est prestigieux. Nous,
on a un prestige, on a quelque chose, on attire les gros joueurs et tout ça, mais on a gagné une Coupe Stanley en 85 ans. Mais ça, personne ne le dit, ça. Donc, Mais Félix... puis en même temps, New York, les Rangers, cette équipe tellement reconnue pour bien développer des espoirs. Et voilà. C'est ce que vous avez à savoir sur les Rangers. Félix, de l'autre côté, bon, Artemi Panarin, qui est un joueur qui produit offensivement toujours. Seul un bémol, pas pire aussi quand même, c'est que, bon, il a 34 ans et il va avoir 35 ans le 30 octobre prochain. Donc, on peut dire que la saison prochaine, il aura 35 ans. Que vois-tu de ce côté-là? Est-ce qu'il y aurait des équipes qui ont ce qui est nécessaire pour aller le chercher, pour aller gagner une Coupe Stanley? Il va définitivement avoir de l'intérêt pour Artemi Panarin, c'est sûr et certain. Ce qui va complexifier la tâche. Puis je reviens un peu à ce que Pop disait, tu sais, les Rangers n'ont pas une tonne d'espoir. Là, on pourrait répondre à ça que ils vont aller en chercher en échangeant Artemi Panarin. Ce qui est pas faux. On risque d'aller chercher un ou deux espoirs, peut-être un ou deux choix aussi. Le problème, c'est qu'Artemi Panarin a une clause de l'échange et les Rangers vont travailler avec lui pour l'envoyer où est-ce qu'il veut aller. Donc, écoute, ça ne donne pas exactement une tonne de levier. Tu sais, je repense à la transaction de Claude Giroux il y a quelques années. Quand Claude Giroux, les Flyers voulaient l'échanger, dans le fond, il a dit moi, si vous m'échangez, il y a deux équipes, les Panthers ou l'Avalanche. Hey, ça, c'est vraiment beaucoup de levier. Là. Tu peux travailler deux équipes puis that's it. T'as pas toute la ligue. Là. C'est pas une mise aux enchères là, comme quand tu as le prix de la limite que tout le monde s'arrache. Là. C'est pas une guerre aux enchères qui va partir au plus offrant. Puis... Non. Tu vas honorer où est-ce que Panarin s'en va, tu n'auras pas une tonne pour ces services. Tu vas avoir quelque chose, mais tu n'auras pas 3 choix de première ronde, puis 6 espoirs, puis tu n'auras pas tout ça. Mais oui, tu peux quand même aller chercher quelque chose, puis il va y avoir des équipes intéressées définitivement, en assumant que Panarin est aussi intéressé par ces équipes-là. Ça reste un gars qui est encore tellement dominant offensivement, son jeu défensif n'est pas parfait, mais si tu as besoin d'un gars qui va juste te ramasser des points, que tu mets sur ton premier trio, puis un peu l'oublier là, puis tu sais que les points vont finir par rentrer, tu vas quand même être bien. Puis c'est drôle parce que j'ai vu le nom de Montréal circuler. Et j'y ai pensé 10 ans aussi, trop tard. 10 ans plus tard. Hein? 10 ans trop tard, parce qu'à la base, il voulait venir à Montréal, mais finalement, je suis Chicago. Le problème avec Montréal, parce qu'il y a un lien logique à faire avec Jeff Gorton, c'est Jeff Gorton qui l'avait signé avec les Rangers à l'époque. Le problème, c'est que Chris Drury et Jeff Gorton saillissent la face. Et ça pourrait évidemment être un problème dans les négociations. Tu sais, ça peut passer par quelque chose, mais c'est pas souvent que Chris Drury va vouloir faire une faveur à son ancien boss, surtout que son équipe est en train de tout casser. Puis que, tu sais, j'ai des doutes sur le fait que Chris Drury va vraiment considérer l'échange à Montréal. À moins que Panarin dise, moi, c'est Montréal ou rien. Puis, tu sais, encore des points, il est pas un fait parfait à Montréal et tout. Fait que, je dis ça, puis le mettre sur un trio avec Caulfield et Suzuki, ça devient soudainement extrêmement intéressant. Mais bref, je me garde un peu. Avec tout respect pour Alex Texier. Avec tout respect pour Alexandre Texier, évidemment. Mais t'as vu ce que Texier est capable de faire, le mettre Panarin avec ça, là, je pense que... Bref, je vais revenir un peu sur le droit chemin, je m'écarte un peu. Oui, pour répondre à ta question, je pense que définitivement, il va y avoir des équipes intéressées à Panarin et c'est clairement, ce sera le gros nom qui va être échangé. Là. Je veux dire, il n'y aura pas de plus gros nom qui va être échangé. Ça reste un gars qui est encore capable de marquer 90-100 points, pas mal les yeux fermés. Puis des gars comme ça qui sont rendus disponibles, c'est extrêmement, extrêmement rare. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler cette transaction. Et j'ai juste hâte de voir le moment que ça va se faire parce qu'on sait que pour la pause des Jeux Olympiques du 6 au 24 février, il y a un gel des transactions dans la LNH comme on avait vu dans la semaine de Noël. Donc, il y a des gens qui s'attendent à ce que ça bouge beaucoup dans la LNH avant le 6 février parce qu'au retour, ça ne laissera pas beaucoup de temps avant la date limite qui est début mars. Est-ce qu'Artemi Panarin va encore être un membre des Rangers au début des Jeux Olympiques? Ça, c'est une question qui m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Parce que si tu vas aller le chercher, il n'y a pas trop, on va le chercher, puis ramène-le, puis il va pouvoir s'intégrer à ton équipe plus rapidement. Puis, je sais pas, j'ai vraiment hâte de voir à quel moment, surtout, Artemi Panarin va quitter les Rangers. Mais moi, je regarde cet alignement-là, puis je me dis, à part Artemi Panarin, c'est quoi tes munitions pour faire un retour? Parce que, OK, c'est le fun. Encore sur la question du retour. Ouais, non, mais tu sais... Ça le trotte dans la tête. Non, mais
sais, tu veux faire un retool, un rebuild, c'est correct. OK, si tu l'assumes, c'est bien correct, mais as-tu des munitions pour débâtir et rebâtir? T'as Mika Zibanejad, 32 ans. T'as Vincent Trocheck, 32. JT Miller, genre 32 ou 33. Puis Mio, c'est pas juste ça, là. Mika Zibanejad va faire 8,5 millions jusqu'en 2030. JT Miller va encore faire 8 millions. JT Miller va faire 8 millions jusqu'en 2030. Alexis Lafrenière va faire 7,45 millions jusqu'en 2030. Vladislav Gavrikov va faire 7 millions jusqu'en 2030. Egor Shesterkin, en fait, non, Gavrikov, ça va être jusqu'en. Même pas Gavrikov, ça va être jusqu'en 2032. Et Alexis Lafrenière aussi en 2032. Et tu as Egor Shesterkin qui va faire 11,5 millions jusqu'en 2033. À part Panarin, que tu n'as pas le levier, tu n'as rien. Tu n'as absolument rien. Tu sais qui je pense, moi, qui pourrait rapporter plus que les gens pensent? Vincent Trocheck. Je pense que Trocheck, dans un marché où est-ce que tout le monde cherche des centres, dans un marché où est-ce que Philippe Danault, tout respect pour lui, rapporte un deuxième choix, Vincent Trocheck a moins de 6 millions par année pour cette saison, les 3 prochaines, qui n'est pas nécessairement le gars le plus sexy, là, mais tu sais, ça reste un gars qui est capable d'une 60aine de points par année, même 77 points, 82 matchs il y a 2 ans. Tu sais, c'est un gars aussi qu'on va voir aux Jeux Olympiques. Il est à la confrontation des 4 nations. Dans un marché où tout le monde cherche des joueurs de centre, je suis intéressé de voir si Trocheck pourrait pas être le gars qui va rapporter plus, même plus que Panarin possiblement. Et l'autre nom que j'ai envie de surveiller, ce qui serait extrêmement ironique considérant que c'est lui qui voulait aller avec les Rangers et qui a forcé 2 transactions pour se rendre avec les Rangers, c'est Adam Fox, éventuellement. Tel Adam Fox qui, d'ailleurs, son entraîneur vient de l'ignorer aux Jeux Olympiques. C'est un gros statement. Il s'est blessé depuis le temps. Il n'aurait pas pu y aller, mais ça reste quand même un gros statement. C'est l'entraîneur des Rangers qui est l'entraîneur de l'équipe américaine et il l'a ignoré. Est-ce qu'Adam Fox pourrait se dire regarde, moi, si le bateau est en train de couler, là, je vais prendre le dernier navet pour me sauver puis tout. Puis je suis vraiment, vraiment curieux. Et écoute, dernier point que je vais amener là-dessus, quelque chose qui va compliquer encore plus le projet pour les Rangers. Là. Il y a tellement de monde avec des clauses, il y a des clauses de non-mouvement, des clauses d'un échange, bonne chance. Même si, mettons, là, tu te lèves d'un matin et tu sais, moi, j'échange Vladislav Gavrikov. Okay? C'est là que ça se passe. Gavrikov, pack tes valises, man, tu t'en vas. Okay? Gavrikov peut dire non. Panarin peut dire où est-ce qu'il va aller. Zibanejad peut dire ça. JT Miller peut dire où est-ce qu'il va. Lafrenière, Trocheck ont des listes des listes d'équipes auxquelles ils peuvent refuser. C'est bonne chance. Ça va être un. Si tu veux vraiment faire un retool, ça va être périlleux et Chris Drury a de la job qui l'attend. Pour un DG que tout le monde veut déjà sa tête au bout d'une pique, là, moi j'ai l'impression que Chris Drury ne sera pas de retour au début de la prochaine saison. Je sais pas. Bonne chance. Hot take de la semaine. Exact. Déclaration fâcheuse de la semaine, Félix. Voyons. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont leur choix de première ronde. Pas comme Toronto qui n'a pas leur choix de première ronde, même si mais c'est quoi le pire? Toronto s'est replacé, eux. C'est ça mon point. Toronto se replace. Mais au moins, les Rangers n'ont pas le choix. Mais imagine s'il n'y avait pas leur choix. D'ici là, il y a un autre bon nom là, sur le marché des transactions qui a bougé. Je veux dire, c'était un nom qu'on amenait un peu partout, là, du nom de Rasmus Andersson. Ce défenseur, 29 ans, avec les Flames. Qui a quand même là, 30 points en 48 matchs avec l'équipe. Passe chez les Golden Knights de Las Vegas, mesdames et messieurs. En retour là, de Zach Whitecloud, Abraham Weeb et un choix de premier tour en 2027 et un deuxième de 2028. 2 choix qui sont conditionnels, là, soit dit en passant. Mais les Golden Knights qui, fidèles à leurs habitudes, devrais-je dire, là, viennent frapper quand même un bon coup en allant chercher l'un des défenseurs. Ce n'est pas le défenseur le plus convoité en ce moment dans la Ligue nationale de hockey. Frappe un grand coup, mais ça fait quoi? Ça fait un an et demi que Rasmus Andersson ne cache aucunement qu'il veut que Calgary l'échange à Vegas. Mm-hmm. Il était tellement temps que ça se fasse. Là. Il était tellement le temps que ça se fasse. C'est n'importe quoi.
Mon Dieu, que c'était trop long pour rien. Écoute. Dans les derniers jours, il y a Boston aussi qui a circulé comme une destination potentielle. Mais Boston, il n'était pas sûr de vouloir signer là. Et là, aujourd'hui, il faut juste rappeler que Rasmus Anderson n'a pas signé de prolongation de contrat avant d'être échangé. J'ai l'impression que ce ne sera pas trop compliqué. On va régler ce dossier-là. Là. Mais c'est tellement trop long pour rien. Là. Tout le monde savait qu'elle allait à Vegas. Là, Zach Whitecloud, un choix de première ronde, puis un choix de deuxième ronde, là, puis Abram Weeb, peu importe c'est quoi cette chose-là. Là. Ok, c'est beau, c'est réglé. Viens pas me faire croire que ce stuff-là n'est pas sa table de Calgary depuis à peu près 1 an de temps. Là. Je veux dire, vraiment, là, il attendait quoi? Abram Weeb, là, puis Calgary ne l'échange pas tant qu'Abram Weeb n'est pas dans le deal. Oh, fuck off, là, comment? Rien que ça, là, tu te demandes comment Calgary a commencé à descendre aux enfers, là, ben, c'est en gardant les pommes pourrites comme ça qui disent ouvertement qu'ils s'en vont. Moi, il a dit, échangez-moi à Vegas, c'est la seule endroit où je suis une prolongation de contrat. Tu sais, il n'y a pas exactement un grand secret des yeux de où veut aller Rasmus Anderson, puis est-ce que Rasmus Anderson est vraiment heureux à Calgary? Bon, tu sais, ship-le, le Rex, laisse pas le bobo, là, tu sais, arrache le blaster, puis ça s'en va. Là, c'est tellement trop long pour rien, ce dossier-là. Une chance, c'est fini, puis je pense que ça va vraiment faire du bien à Calgary, de juste cocher cette case-là, puis c'est bon, c'est fini, là, puis ça débarrasse, puis on n'en parle plus. Puis le pire, c'est qu'on parle que ça a tellement été long, mais historiquement, depuis que Craig Conroy est arrivé à Calgary, il y a eu beaucoup de gars qui avaient demandé à quitter Calgary, puis on a quand même réglé ça quand même relativement rapidement. Tu sais, Matthew Tkachuk avait zéro caché qu'à la fin de son contrat, il n'allait pas signer à Calgary. Qu'est-ce qu'on a fait du côté de Calgary? On l'a chipé aux Panthers. On est allé chercher Jonathan Huberdeau, Mackenzie Weegar et tout ça. Noah Neffin, ça a été la même chose. On savait déjà qu'il ne voulait pas signer à Calgary à la fin de son contrat. On l'a chippé à Vegas, évidemment, juste pour bien faire de ce côté-là. Il y a eu Mikael Backlund qui a finalement resté. Mikael Backlund ou Mikael Granlund? Je mets tout le temps les deux. Backlund. Merci. Puis là, ben, on a juste pris Rasmus Anderson qui, honnêtement, là, pour moi, là, dans les équipes, en ce moment, à la Ligue nationale, à la mi-janvier, là, que je regarde puis je me dis, tu n'as aucune business à être au plus fort de la lutte ou du moins gagner ta division. Les Golden Knights de Las Vegas, si c'est pas numéro 1, c'est dans mon top numéro 2. Parce que cette équipe-là, si vous regardez, ça en arrache. Ça se voit qu'un Alex Pietrangelo n'est pas là, puis qu'un Shea Theodore n'est pas là, puis on a Akira Schmidt puis Adden Hill dans les buts. Tu sais, ça commence à apparaître. Mais on est quand même au sommet parce qu'on a perdu 12-13 matchs déjà cette saison en temps supplémentaire. Ce qui fait que notre total de points est gonflé artificiellement de ce côté-là. Et tu me dis qu'un Rasmus Anderson de plus, ça change grand-chose du côté de Vegas? Ouais, OK. Fine. Tu parles de Vegas, petite parenthèse, là, il n'est pas dans nos notes, là, je vous amène un peu là-dessus. Là. Avez-vous vu cette semaine le texte dans The Athletic de Jonas Siegel? Je crois que c'est Jonas Siegel qui avait écrit sur James Malone, un des deux, qui a écrit un texte sur Mitch Marner, sa vie à Vegas. Et écoute, dans ce texte-là, ce qui est intéressant, c'est que tu écoutes les propos de Marner, puis il a l'air misérable. Tu sais, il en parle, puis il dit... ouais, tu sais, c'est cool à Vegas, mais c'était cool à Toronto aussi. Puis je m'ennuie de l'hiver, je m'ennuie de ma famille, tu sais, je m'ennuie de les voir à tous les games. Maintenant, je me parle par FaceTime par semaine, puis c'est tout. Puis ouais, tu sais, c'est le fun, Vegas, j'ai du fun. Je peux aller promener mon chien en short, mais c'est pas, tu sais, sérieusement, cette lecture vraiment bizarre, tu sais, on dirait que pour une fois, il a comme pas joué la cassette, puis il a vraiment dit comment il sentait, puis je suis en train de me demander, Mitch Marner, est-ce qu'il commence de plus en plus à regretter ça? Parce que, tu sais, je pense qu'il avait fait son temps à Toronto aussi. Ça devenait toxique tant pour lui que pour les partisans qui restent là. Mais je le sens tellement pas plus heureux à Vegas. Puis, sérieusement, avez-vous entendu parler de lui cette année? Moi, 0. La seule chose que je sais... Écoute, c'est drôle, hein, mais je pense que c'est l'effet Las Vegas aussi. Tu sais, il y a bien des joueurs qui passent à Las Vegas, puis ça demeure un gros marché. C'est des joueurs qui gagnent, mais c'est drôle. Mais l'effet Vegas fait en sorte que j'ai l'impression qu'on parle moins de joueurs ou qu'on en oublie certains. Mais avant que je lance sur autre chose, Pop, je te laisse continuer.
Puis Mitch Marner, là, statistiquement, je ne sais pas jusqu'à quand ça remonte, mais est en train de vivre l'une de ses pires saisons personnelles en termes de production offensive. Le gars, il est barely point par game, là. Puis c'est un gars qui nous a habitués à Toronto à du 90-100 points. Pour reprendre l'expression à Félix, une main dans le dos, là. Puis, en tout cas, au moins, ce qui a été le fun, c'est qu'il a ramassé 2 passes dans la victoire contre les Leafs, alors que son bon chum Mitch Marner, son bon chum Austin Matthews, s'est encore une fois fait burner durant la prolongation 3 contre 3 et qui s'est permis de plus bouger ses patins sur le but de la victoire, alors que Jack Eichel avait probablement l'équivalent de 6 Mississippi devant le net des Maple Leafs pour le score en overtime. Qu'est-ce que j'aime ça? D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ça aussi d'ailleurs pendant le match contre les Maple Leafs, mais il y en a bien aussi, vous autres, des fans des Maple Leafs qui font la route pour leur match. Mitch Marner s'est fait huer à domicile. Ouais. Un match contre les Maple Leafs. Ça s'ajoute aussi, je pense, au fait que, tu sais, Toronto, c'est exigeant. Montréal aussi, c'est la même chose, c'est extrêmement exigeant et tout. Mais ça reste que Mitch Marner est un tripeux de hockey. Puis ça se sent quand tu le regardes. Puis je me demande si à Vegas, ils trouvent pas que c'est plate. Tu sais, je sais pas. Mais c'est certainement un clash d'énergie et d'attention autour de l'équipe. Là. Félix Pop, Mitch Marner a 28 ans. Il a vécu 28 ans de sa vie à Toronto. C'est un gars de Toronto. C'est un gars qui a joué son junior avec les Knights de London et qui a été repêché par les Maple Leafs et qui a passé toute sa carrière jusqu'à cet été. C'est sûr. C'est un gars de Toronto. C'est un gars de Toronto. Puis, ça revient souvent au message que, des fois, peu importe le sport, là, soit de 100%, mais des agents libres que, des fois, on se fait miroiter que tout est tellement meilleur ailleurs, on donne tellement plus d'argent, puis tout ça, tu as un meilleur environnement, mais au final, tu te rends compte que est-ce que la pelouse était vraiment plus verte de l'autre côté ou c'est juste ça? Écoute, Pop, dans tous les cas, oui, son temps à Toronto est... il a fait son temps, mais... En fait, je pense que Toronto avait plus fait son temps avec Mitch Marner que Mitch Marner avait fait son temps à Toronto. Dans tous les cas, on était à la croisée des chemins. Absolument. Pas besoin de regarder très loin non plus sur pourquoi Vegas, c'est de finalement pouvoir toucher à ce trophée argenté qu'on appelle Stanley. Pour la première fois de sa carrière, c'est un gars qui est encore, malgré tout, à son apogée. C'est quand même un gars qui, oui, c'est loin d'être sa meilleure saison depuis un bout, mais il peut quand même chercher son 90 points annuels. Oui. Il y a un monde dans lequel Mitch Marner termine quand même la saison avec la Coupe Stanley et une médaille d'or. C'est un fait. Mais ça va-tu lui faire du bien, par contre, d'être entouré de la délégation canadienne? Ouh. Écoute, moi, j'ai juste à dire, Mitch Marner was real nice durant la confrontation des 4 nations. Ben oui, la passe sur le but égalisateur de Sam Bennett. Et le but gagnant contre la Suède pour commencer le tournoi aussi. Ouais, mais surtout, la passe, comment il rentre dans la zone, s'en va vers le centre, attire les 2 défenseurs, se laisse oublier, la petite passe savante à Sam Bennett qui fait juste passer et l'envoie à côté rapproché. Du vrai cinéma. Voici ce qui se passe avec Mitch Marner. Les boys, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais j'ai mentionné en début d'émission ce match des Canadiens contre les Sénateurs d'Ottawa. Savez-vous que ça ne se passe pas très bien à Ottawa? Je vais te reposer la même question que j'ai déjà posée il y a à peu près 20 minutes. Est-ce que ça a déjà bien été à Ottawa? Oui, quand Pierre Dorion a dit que la reconstruction était finie, ça, c'est drôle. Oh, absolument. Puis que l'échange de Billy Dadonov aussi, ça, c'était très drôle. Oui, exactement. Mais écoutez, de 2017, c'est là que ça a piqué. Mais oui, exactement. Donc,
tout semble mal aller. Puis là, c'est drôle, il y a les textes d'après-match qui sortent de la presse canadienne. Puis je pense que c'est Jake Sanderson qui, là, de un, a dit, ben, suivant la défaite des Saints, il dit, ben, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je dis mot pour mot, I don't even know what to say. Donc, dans cette défaite contre les Canadiens. D'ailleurs, là, avec Levi Meriläinen qui était devant le filet. On sait, là, Linus Ullmark est supposément là, de retour dans le giron de l'équipe. On a vu là, le vidéo où il semblait prêt à l'entraînement. Mais ce qui était frustrant pour les partisans des Canadiens, c'est que les Canadiens, après 2 périodes, c'était 9, 10 tirs. Finalement, les Canadiens qui n'ont pas, encore une fois, donné beaucoup de tirs. Mais ça a été une source de frustration chez les sénateurs. On parle là de citations qui sortent d'après-match. Mais Félix, tu me diras, c'était qui l'avait sorti, cette citation-là? C'est Jake Sanderson. C'est aussi Jake Sanderson qui a sorti ça, comme quoi, ça serait le fun, de pouvoir faire plus que 10 arrêts. Ce qu'il dit en gros, Sanderson, c'est qu'il dit oui, Meriläinen a fait des gros arrêts et tout, mais tu ne gagneras pas beaucoup de matchs en faisant 10 arrêts par match. Puis, il n'y a pas tort. Mais est-ce que si je suis Levi Meriläinen, un jeune gardien qui n'a pas d'affaire à être numéro 1 à Ottawa, qui n'est pas du tout encadré en ce moment parce qu'on n'a pas vraiment de numéro 2, est-ce que j'aime ça entendre celui qui est un joueur important du noyau, un défenseur important signé à long terme, est-ce que j'aime ça de l'entendre de ramasser de même après un match? Non, probablement pas. C'est pas sa faute s'il s'est ramassé cette situation de Meriläinen. Il n'y a pas d'affaire là en ce moment-là. Il n'y a pas d'affaire là. Puis je pense que ça démontre à quel point le vestiaire en ce moment c'est pas toxique, c'est pas débile. Regarde, qui est le leader de cette équipe-là? Tkachuk. Mais. Ben oui. À quel point? C'est ça. À quel point? Puis, dans le sens que, oui, c'est un match difficile pour ton gardien. C'est 13 arrêts là, sur, tu sais quoi, 20, 19 tirs. C'est 19 tirs. Les gars, c'est un pourcentage de 68%. Là, il y a quand même quoi dire comme, tu sais, on les avait, tout ça. Je comprends, c'est frustrant. Il n'y a rien qui va bien du côté d'Ottawa, mais certainement des meilleurs mots qui auraient pu être donnés pour ce qui est littéralement ton coéquipier. Là. Puis je suis retombé sur... C'est drôle parce que, tu sais, à Montréal, on a bien vu cette année des problèmes de gardien. Là, c'est un exemple. On en a vu plusieurs à travers la Ligue. Là, on en a vu à Montréal. Puis je suis retombé sur les propos de Nick Suzuki un peu plus tôt cette saison, quand Dobèche Montembeau n'était pas capable d'arrêter un ballon de plage, l'un ni l'autre. Là. Puis il dit, tu sais, Suzuki avait été questionné là-dessus. Puis son commentaire, ça avait été, on a encore confiance en nos gardiens, on sait qu'ils sont talentueux. Puis tout. Puis, tu sais, je comprends qu'il y avait de la frustration, surtout après une défaite comme ça, qui est probablement ton plus grand rival en ce moment à Montréal. La rivalité Ottawa-Montréal qui a vraiment pris de l'ampleur depuis quelques années. Puis je crois que c'est frustrant de perdre ce match-là, surtout que ça ne va pas super bien à Ottawa ces temps-ci, mais c'est vraiment le genre de choses sur lesquelles à la limite, tu sais quoi, dis dans le vestiaire quand il n'y a pas personne d'autre qui va t'entendre. Mais arrêtez ça publiquement devant les médias quand, sérieusement, le kid n'a pas d'affaires. C'est pas vraiment de sa faute, c'est plus de la faute de l'équipe de ne pas l'avoir mieux encadré. Moi, c'est surtout avec ça que j'ai un pas-pire malaise. Écoute, c'est bizarre à Ottawa, on le sait, puis je pense que ces propos-là, ça n'aide pas à redorer cette réputation-là. Chez les sénateurs d'organisation qui, en ce moment, en arrachent. Ça a l'air, en ce moment, là, l'impression qui se dégage, c'est que c'est faible mentalement dans ce vestiaire. C'est très, très faible. Ça prend pas grand-chose pour les faire. Puis c'est ça qui est extrêmement frustrant du côté d'Ottawa parce qu'on l'a bien vu dans le match contre Montréal samedi. Cette équipe-là, défensivement, à 5 contre 5, est une forteresse en ce moment. C'est possiblement la meilleure équipe à 5 contre 5 de toute la Ligue nationale défensivement. Et on se fait carrément couler par les gardiens. C'est absolument dégueulasse de ça. Puis là, j'essaie de retrouver une stat et Dieu merci, je l'ai retrouvé. Shout out à Colin Fraser, qui est un beat reporter pour le Ottawa Citizens, qui sortait la stat aujourd'hui sur Twitter. Les pires pourcentages d'arrêt d'une équipe de la Ligue nationale en une seule saison depuis 1990-1991,
Bon, OK. Les sénateurs d'Ottawa de 93 et 94, mais c'était les 2 années de leur nouvelle expansion. Donc, c'est comprenable un peu de ce côté-là, qui était à 8,52 et 8,57. Et au 3e rang, les sénateurs d'Ottawa 2025-2026 avec un pourcentage d'arrêt de 865. Ça veut dire que depuis que le Canadien a gagné sa dernière Coupe Stanley, il n'y a pas une équipe dans toute la Ligue nationale qui a un pire pourcentage d'efficacité collective que les sénateurs d'Ottawa en ce moment. Dieu merci, notre directeur général a fait un échange à quelques heures du match 7 de la finale de la Coupe Stanley pour aller sortir un goaler qui avait gagné le Vizina. Ça, c'était drôle, ça. Quel timing de merde. C'était excellent. 2 heures avant le match 7, les scènes qui font on vient chercher les sur le marque par transaction. C'est que la Ligue, elle pousse. Là. Wow, on a un match 7 à Edmonton, Floride. Wow, ils faisaient capoter, c'est vraiment malade. Avant, fucking nulle part, man. Ouais, ben c'est ça. Ottawa ramasse les sur le marque. What the fuck? OK, on rit là-dessus. On rit là-dessus, mais juste qu'il y a à peine quelques jours, dans notre propre cours, le Canadien a quand même annoncé une prolongation de contrat de 2 ans à Alexandre Texier, une demi-heure après que le premier ministre de la province a annoncé sa démission. Bref, c'est d'ailleurs l'ami du show, Mathieu Vachon, qui a sorti ça, qu'on salue d'ailleurs, qui avait tweeté quand la nouvelle du premier ministre est tombée. Il a écrit, la fenêtre est maintenant ouverte pour une mauvaise nouvelle provenant des Canadiens ou du CF Montréal. Finalement, c'était une bonne nouvelle des Canadiens, mais j'ai tellement ri quand l'annonce d'Alexandre Texier avait été faite. Là. Oh. Mais je peux juste faire un dernier point, mais après ça, on closera le show. Là. Moi, cette signature-là, je l'ai trouvé bizarre. J'ai trouvé vraiment bizarre. Pourquoi tu signes Texier? C'est cool, tu sais, tu l'as pour 2 ans, 2,5. C'est pas un mauvais contrat, là. Puis je comprends pourquoi tu le fais, mais le timing, il est fucké, man. Il y a 1 mois, ce gars-là, il y a 2 mois, les Blues ne savaient plus quoi faire avec ce gars-là. On a déchiré son contrat. Puis en dedans de 2 mois, là, il est arrivé à Montréal, s'est ramassé le premier trio, puis il a signé un contrat de 2 ans. Écoute, c'est cool, ça marche. Là. Puis je suis super content qu'il ait signé ce contrat. Là, dans le PDK, il met un Paul Byron à 2,5 dans le plafond qui va exploser. Il ne mettra pas dans la merde. Puis, sérieusement, moi, mon feeling, c'est qu'il ne finira pas ce contrat-là à Montréal. Je pense qu'éventuellement, tu vas le baloter ou tu vas peu importe. Je pense pas qu'il va finir ce contrat-là à Montréal. Bref, ça reste une bonne police d'assurance pour pas cher, mais quel timing bizarre. Pourquoi tu fais ça? Puis, la veille, en plus, on apprenait que, encore plus fucké, les Blues avaient signé Logan Mailloux un contrat d'1 an. Et ça a l'air minimum. Pourquoi? Ça, c'est exactement le genre de contrat qui signe genre le 12 juillet. Là, quand il n'y a plus rien à régler. Là. Vous pouvez m'expliquer, OK, pourquoi ils ont réglé le contrat d'1 an, salaire minimum. Pourquoi? J'aurais ça rendu en juillet. Pourquoi Mailloux a signé ça? Sérieusement, quel était à part de s'assurer d'avoir un contrat, un volet qui fait en sorte qu'il va être payé le même salaire dans la LNH et dans la Ligue américaine, parce que, rappel, EA Sports a tout mélangé vos cerveaux. 2 volets ne veut pas dire peut aller au balotage. 2 volets veut dire que le salaire n'est pas pareil dans la LNH et dans la Ligue américaine. 1 volet, le salaire est partout pareil. Tu sais, ça, c'était vraiment 2 contrats de fucking nulle part qui avaient tellement pas rapport, man. En tout cas, ces 2 contrats-là en date genre 12 heures. Là, c'était vraiment il aurait juste manqué, genre, qu'on signe Zach Bolduc pour 2 autres saisons au salaire minimum, puis on avait, genre, le tour de chapeau parfait. Pourquoi? En tout cas, personne ne signerait Bolduc en ce moment. Pourquoi ces 2 contrats-là se sont réglés? Je sais pas. J'ai trouvé ça bizarre. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Une petite montée de lait. Hein? Alors, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de l'émission, mais avant qu'on se quitte, on a tout de même notre quiz du joueur de la semaine à vous partager. Alors, cette semaine, ce qu'on avait pour vous autres à la maison, laissez-moi juste ressortir mon graphique. Alors, le joueur qu'on avait cette semaine, c'est un joueur qui porte l'uniforme des Seahawks de Seattle avec 116 verges au sol en série en 2025-2026. Bon, vous aurez compris effectivement que les Seahawks ayant eu la chance, ou du moins ont travaillé fort pour avoir la première semaine de congé, ils ont juste eu un match, alors c'est 116 verges au sol lors de leur dernier match avec pas 1, pas 2, mais 3 pour côté Uncle Tom, devrais-je dire. 3 touchés
durant ce match-là. Félix Forget, tu l'as mentionné un peu. Tu disais qu'il courait comme s'il n'y avait pas de lendemain. De qui parle-t-on? Kenneth Walker, qui est un gars qui a frustré les fans des Seahawks pour les dernières années parce que tant de talent, mais utilisation douteuse et échappée du ballon tellement stupide de des moments tellement pas opportuns, qui a choisi un bon moment pour aller marquer 3 touchés en un match. Il y en avait 5 pendant toute la saison, 3 en un match. C'est quand même une sacrée amélioration. On sait qu'il y a un gars extrêmement talentueux qui partage le champ arrière avec Zach Charbonnet. D'ailleurs, on surveille l'état de santé de Zach Charbonnet qui s'est blessé dans le match d'hier. Mais quand tu regardes la performance de Kenneth Walker, c'est difficile de ne pas être rassuré dans le dire que même si Charbonnet manque du temps, on a quand même un porteur de ballon qui n'est pas super. On devrait être capable de s'en sortir avec Kenneth Walker. Et voilà, donc, mesdames et messieurs, c'est ce qui m'a fait cet épisode de La Triple Menace. On vous invite, dans un premier temps, à écouter notre épisode d'entrevue, si ce n'est pas déjà fait, avec David Arsenault de chez RDS. David qui travaille très fort en ce moment avec les différentes diffusions de football. Qui sera bien sûr aussi au Super Bowl avec l'équipe de diffusion d'RDS. Je vous invite à aller écouter ça. Et puis sinon, sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook devrais-je dire, là, des super fans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et parfois avoir une petite participation sur l'émission. Sinon, on est disponible sur Twitter, Instagram, TikTok et YouTube pour d'autres bons contenus. Mesdames et messieurs, c'était tout pour la Triple Menace cette semaine. On se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao, bye.